Donc, bonjour à toutes et à tous, Anthony Michel, chargé de développement risque d'entreprise au sein du cabinet Servir. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre DigiClub sur la cybercriminalité. Donc, on est sur un format de 30 minutes. L'objectif, c'est de vous présenter deux volets. Un qui sera présenté par Régis Rocroy de la société Ozone sur la partie prévention. Et après, plus dans le cadre de la partie assurance avec François Brisson de la compagnie d'assurance Swiss Re. Est-ce que j'arrive à... Alors, donc la partie Servir, ce sera présenté par Éric Laurent et moi-même. Donc, Éric Laurent qui est chargé de clientèle internationale chez Servir. C'est un projet qu'on a mené également avec Valérie Roy, qui est directrice risque d'entreprise, et Magali Doria, qui est chargée de clientèle risque d'entreprise également. Donc, je vous laisse vous présenter, Monsieur Brisson, pour la première partie. Oui, bonjour. Je m'appelle François Brisson. Je travaille chez Swiss Re Corporate Solutions. Je m'occupe de l'équipe de souscription Cyber Assurance pour la partie européenne. Ok, super. Régis, je voulais vous présenter en quelques mots. Oui, je vais faire rapide. Bonjour à tous, Régis Rocroy, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Ozone, qu'on a créée en 2014 et qui a objectif de monter une plateforme cyberprévention, cyberprotection destinée aux PME ETI. On réinvente en fait la façon dont on délivre de la sécurité à l'état de l'art en tenant compte des contraintes des PME et des ETI. Ok, parfait. On va vous présenter très succinctement nos différentes entreprises. Je vais commencer tout de suite avec Servir. Donc Servir, on est un courtier en assurance dédié aux entreprises. Notre mission principale, c'est vraiment de faire du placement et de la gestion, notamment en sinistre, de polices d'assurance, tant en France qu'à l'international via nos différents réseaux. Quelques chiffres clés, donc on est sur 8,7 millions d'euros d'affaires pour Servir, avec plus de 70 collaborateurs. On a 4 bureaux en France, donc Reims, Paris, Lille et Villeneuve-d'Ascq. Et en termes de volumétrie, on est sur 3 000 entreprises clientes avec un taux de fidélisation de 98%. Pour terminer, chez Servir, on intervient sur 3 grands domaines d'activité qui sont la protection sociale, donc frais de santé, prévoyance, retraite des salariés, le risque d'entreprise, donc responsabilité civile, dommages aux biens, le cyber risque évidemment, et pour terminer, le poste client, donc assurance crédit à facturage et des solutions de financement spécifiques. Régis, je vous laisse la main pour la présentation d'Ozone. Oui, toujours en quelques mots, ça rejoint ce que je disais en introduction. Notre mission qu'on s'est auto-fixée est de briser ce qu'on appelle le statu quo en fait, cyber des PME ETI, c'est-à-dire sortir les PME ETI d'une sorte d'impasse où elles ne peuvent pas faire de mouvement pour faire évoluer leur niveau de maturité cyber et aller vers un produit de cyberassurance, puisque les offres du marché ne sont pas adaptées. En tout cas, ça, c'est notre vision après 20 ans de pratique dans la sécurité des systèmes d'information pour les grosses sociétés. Donc, c'est une plateforme qui est souveraine, le mot qu'on a redécouvert en 2020. Souveraineté qui veut dire souveraineté technologique et de gestion sur les données des clients. Tout est européen, technologie et la plateforme. La fiabilité, on a une plateforme qui a été évaluée par l'assureur Swiss Re Corporate Solutions. Innovation, c'est forcément un mot-clé pour nous, puisqu'on innove tous les jours et notre plateforme est à jour sur l'ensemble des cyberattaques, cybervulnérabilités et cybermenaces, qui effectivement changent. C'est un paysage de la menace qui évolue tous les jours. La qualité, on respecte les standards de sécurité internationaux dans la conception de notre plateforme et des processus associés. On développe nous-mêmes nos propres technologies de sécurité qu'on vient compléter pour avoir une réponse 360 en fait, sur le risque cyber et d'être en mesure, pour un dirigeant d'entreprise, de gérer le risque cyber avec un tableau de bord unifié. Donc, on travaille avec des partenaires technologiques franco-européens et ça reste dans l'ADN d'Ozone, la souveraineté, pour se développer en Europe avec des partenaires de ce type. François, je vous laisse la main pour... Oui, donc Swiss Re Corporate Solutions, c'est une société d'assurance qui fait partie du groupe Swiss Re, qui est un des plus gros réassureurs mondiaux. Aujourd'hui, le groupe d'assurance directe représente à peu près 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans une vingtaine de pays à travers une cinquantaine aujourd'hui de bureaux. On travaille un petit peu sur l'ensemble des lignes que vous connaissez en tant qu'entreprise, hein, de l'incendie, de la RC, la RCMS, du cyber, bien entendu. Voilà, on est une entreprise internationale basée en Suisse, à Zurich. Et nous travaillons aujourd'hui beaucoup basé autour de l'innovation, développement de nouvelles technologies et la transformation digitale avec des services associés à nos clients. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on a collaboré notamment avec Ozone
sur des solutions qui étaient tournées vers les PME. Voilà, Anthony. Ok, parfait. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, on souhaitait faire un petit point sur l'actualité, donc à travers trois principaux points. Donc effectivement, on a une forte émergence du risque cyber ces dernières années, notamment sur l'année 2020 qui a été record pour la cybercriminalité. C'est, on va dire, principalement dû à la généralisation du télétravail. Ensuite, on a effectivement un durcissement du marché de l'assurance. Aujourd'hui, on a vu quelques assureurs qui se sont retirés. Les assureurs ont une analyse beaucoup plus poussée à la souscription qu'ils pouvaient l'avoir il y a quelques années. Et on a certaines garanties et franchises qui sont revues. Et ensuite, le thème de notre DigiClub aujourd'hui, c'est vraiment deux manières de se protéger. La première, c'est la prévention qui vous sera présentée par Régis. Et la seconde, c'est effectivement plus protection assurance qui vous sera présentée par François. François, je vous redonne la main peut-être pour la partie présentation des chiffres clés. Oui, alors je crois que ce qui est important effectivement de souligner aujourd'hui, c'est que l'assurance cyber n'est pas différente des autres lignes d'assurance classiques, comme l'incendie ou la RC professionnelle, par exemple. C'est là où il y a du risk management et où on a un risque résiduel que l'assurance peut jouer au plein. Je pense qu'aujourd'hui, le marché de l'assurance cyber, que ce soit les clients, mais aussi les assureurs, sont en train de redécouvrir les vertus du risk management, notamment dans les PME, sur le risque cyber. Il y a une nécessité d'avoir une montée en maturité des entreprises sur ce point-là. Ce qui est important pour les assureurs, c'est au-delà de dire est-ce que je suis protégé contre les attaques, de toute façon, et c'est les outils qu'apportent notamment des gens comme Ozone, à un moment ou à un autre, c'est pas tellement si vous allez être touché, c'est quand vous allez être touché, comment vous allez pouvoir y répondre de la meilleure des façons. On est plutôt sur cette typologie d'appréhension des risques. Vous trouverez dans ces chiffres-là notamment des choses qui sont importantes de connaître. Ça, c'est une étude qui vient de la CPME, donc ça touche vraiment ça concerne vraiment les PME. 60% des entreprises qui sont touchées par des attaques cyber significatives, 6 mois plus tard, elles sont dans une perspective de dépôt de bilan. C'est extrêmement important. Avec l'accélération récente et dans le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui, c'est une problématique qu'il faut regarder de près dans l'organisation. Alors, dans cette étude, vous trouverez différentes choses, notamment un petit peu sur les modus operandi. Et puis, je fais un petit point à la fin sur les ransomware qui sont aujourd'hui vraiment, je dirais techniquement, la source de préoccupation la plus importante des PME. Voilà, Anthony. Ok, parfait. Régis, je vous laisse la main pour votre partie. Donc, c'est effectivement, comment se prémunir contre les attaques informatiques. C'est vraiment votre cœur d'activité. Très bien. Merci, Anthony. Oui, donc là, on a voulu zoomer sur une étude technique que nous avons réalisée en début d'année 2021 qui démontre l'insécurité des PME et ETI exposées sur Internet à travers un domaine Internet. Donc, on a réalisé avec nos technologies une étude en fait, pour analyser les défauts de protection, détecter les défauts de protection, les vulnérabilités, les failles exposées sur Internet, que ce soit sur un site web, un système de messagerie ou des postes de travail. Donc, juste pour rappel, les trois principaux vecteurs d'attaque aujourd'hui d'une PME, via des robots souvent intelligents, sont le web, le mail et le PC. Et donc, on démontre là, s'il était besoin, ce très fort niveau de vulnérabilité de ces PME ETI. Donc voilà, c'est quelques chiffres clés. Donc, le niveau de vulnérabilité très élevé, des défauts de protection basiques. Donc là, on a cherché à démontrer que en fait, la fondation de cybersécurité Internet pour les PME, elle n'existe pas dans la réalité, elle n'est pas opérationnelle, elle n'est pas déployée. On l'a déjà dit dans l'industrie et redit, ce n'est pas aujourd'hui un anti-spam ou un antivirus qui vous protège de la prochaine attaque. Les attaques sont plus sophistiquées, plus automatisées, vont exploiter des failles de sécurité souvent connues qui n'ont pas été corrigées, le plus souvent. Donc les principales vulnérabilités, si je veux regrouper en trois familles pour faire simple, on a des vulnérabilités logicielles, chaque fonctionnalité codée à un moment donné intègre potentiellement un bug et donc une faille de sécurité. Les mots de passe statiques, plus ou moins robustes, réutilisés sur de nombreux services Internet, c'est une faille. C'est une catégorie de failles. Et ensuite, les erreurs de configuration également. Vous pouvez avoir un très bel antivirus ou anti-malware de nouvelle génération si vous ne savez pas le configurer. L'attaque peut passer et contourner cette protection. Je poursuis. Oui, merci Anthony. Ouais, on a représenté sous forme de pyramide, comme ça nous fait tous des points de repère avec les civilisations antiques.
les différentes capacités aujourd'hui. On a nommé les choses, prévention, protection. Là, on parle de gestion du risque, comme le disait François tout à l'heure. Donc, dans une chaîne de traitement d'un risque, pas que cyber, mais on parle de mesures de prévention, de protection et de compensation, restauration, etc. On a voulu illustrer que pour aller chercher aujourd'hui un produit de cyberassurance et couvrir le risque résiduel, il était nécessaire de mettre en amont, comme quand on cherche à protéger sous le plan assurantiel une maison, une voiture, des mesures de prévention-protection. Donc c'est ce que vous voyez à la base de cette pyramide, concrètement. Donc ce sont des capacités aujourd'hui qui sont délivrées par notre plateforme technologique SaaS, qu'on s'est complété avec de la détection-réaction appropriée parce qu'on protège vos ressources informatiques et essentiellement pas votre infrastructure informatique parce que ça n'a pas de sens à l'échelle d'une PME, mais vos processus métiers et vos données à travers une plateforme qui est là pour fonctionner 24/7. Et on a une échelle de maturité sur la partie gauche. Voilà, quand l'entreprise, PME, ETI, a un certain niveau de maturité, un contrat de cyberassurance peut prendre le relais dans la chaîne de traitement du risque. Voilà, si je le dis autrement, on va pas aujourd'hui, ce n'est pas une bonne idée d'aller chercher un produit de cyberassurance du marché si vous avez des défauts de protection et beaucoup trop de failles de sécurité. Dans les contrats d'assurance, François précisera tout à l'heure, l'assureur demande à ce que l'entreprise ait mis en place un certain nombre de mesures de sécurité et notamment la gestion des vulnérabilités, qui est un vrai défi à l'échelle d'une PME, une ETI, et la réaction sur un incident de sécurité, qui sont souvent des prestations d'experts, mais prises en charge par un contrat de cyberassurance. Donc, on ne parle plus aujourd'hui de la sécurité informatique. Je pense qu'on a tous ces mots en tête pour ceux qui sont de sécurité informatique. On parle de cyber-résilience aujourd'hui, ou comment assurer la continuité des activités de l'entreprise, PME, ETI, malgré la survenance d'une attaque. Ok. Alors, quelques recommandations. On reste sur une fondation de sécurité à l'échelle d'une PME, d'une ETI. Donc, il y a tout un tas de vocabulaire technophile que je ne vais pas utiliser. Si on repart sur les bonnes pratiques, une sécurité web, au-delà des certificats et de HTTPS, il faut protéger vos ressources web contre des attaques. Encore une fois, n'imaginez pas juste un hacker qui s'intéresse à vous. Ce sont des robots aujourd'hui qui font ça et qui scannent tout Internet en permanence à la recherche de failles de sécurité pour mener des actions. On parlait de cybercriminalité, pas forcément à court terme, mais préparer des attaques de demain, par exemple. Et donc, on est dans le monde de l'invisible, en fait, dans cette insécurité cyber. La sécurité email, oui, au-delà de l'anti-spam. Aujourd'hui, il faut se protéger puisqu'on a des mails dits de phishing ou spear phishing, c'est-à-dire de fraude, en fait, tentative de fraude par le moyen de la messagerie électronique. Les PC doivent aujourd'hui profiter d'un niveau de protection supplémentaire, on va dire comportemental, par rapport au ransomware, et aussi gérer les correctifs de sécurité au fil de l'eau, on va dire, sur les PC, puisque on augmente toujours la surface d'attaque en fait, d'une ressource en fonction des failles de sécurité de cette ressource. La sécurité serveur, pour certaines PME, pour certains de nos clients, on a encore des serveurs, donc soit physiques, ça peut être des serveurs virtualisés chez un hébergeur ou dans le cloud. Encore si je ne veux pas parler sur le prochain slide, mais la sécurité serveur, quand vous avez des process ou des données de l'entreprise qui s'appuient sur cette ressource, il faut penser à sa sécurité. Personne d'autre ne le fera à la place du dirigeant. La sécurité de données, j'en parlais tout à l'heure, et la sécurité des mots de passe aujourd'hui. Concrètement, les mots de passe statiques, plus ou moins robustes, qu'on réutilise pour plusieurs services en ligne, c'est une vraie faille de sécurité. Et donc, les contre-mesures existent pour chacune de ces recommandations, ou les mesures de sécurité opérationnelle existent. Ce que nous, on délivre, vous l'avez bien compris, à travers une plateforme SaaS qui a été conçue pour les PME ETI. Voilà. Et la surveillance permanente des ressources exposées sur Internet, c'est une fonctionnalité clé aujourd'hui. Merci Anthony. Donc, on a voulu citer quelques... c'est des choses qu'on a déjà entendues. Donc, c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Mon entreprise est trop petite pour être une cible des cybercriminels. En fait, non, pas du tout. Aujourd'hui, les cybercriminels, ils cherchent des ressources pour mener des actes de malveillance. C'est plus facile de rentrer quand la porte est ouverte que quand elle est fermée. Ensuite, c'est utilisé en fait, dans différents scénarios d'attaque. On n'a pas besoin d'avoir une activité de e-commerce ou de e-business pour être une cible d'un cybercriminel. Ce n'est pas l'hébergeur aujourd'hui qui héberge une ressource. Ce n'est pas l'hébergeur qui va prendre en charge la sécurité que l'on nomme applicative, ou en tout cas de vos process et de vos données. Ce n'est pas l'hébergeur qui fera ça. C'est clairement un partage de responsabilité. Donc l'hébergeur, il héberge,
il gère la sécurité de l'infrastructure. Et ensuite, on rentre dans la sécurité dite des processus de l'entreprise, métier et des données. Mon système de sauvegarde de données représente la parade absolue. On l'a déjà entendu. Ouais, mais moi, le prochain ransomware, ça ne m'inquiète pas. J'ai des sauvegardes que je saurai restaurer. C'est pas une bonne posture parce qu'il n'y a pas que le ransomware. Et puis deux, il faut vraiment être très, très, très sûr du fonctionnement de son système de sauvegarde. Et puis, même si on restaure des données, à un moment donné, il y a toujours une interruption de service quand même, d'activité dans l'entreprise. Donc là, il ne faut pas rester non plus l'idée sur le prisme ransomware. Ce que tu disais, Anthony, hein, aujourd'hui, dans les 85% des attaques, aujourd'hui, il y a plus de chiffres, comme d'habitude, qui viennent des États-Unis. C'est ransomware, phishing et spear phishing. Donc, phishing pour voler des identifiants mots de passe, clairement. Le spear phishing pour mener des actes de malveillance qui sont de la fraude, en fait, la fraude au président. Bon, si je le dis en français. Mon prestataire informatique s'occupe de tout. Non, le prestataire informatique de proximité dans lequel l'entreprise met sa confiance, c'est super, mais c'est un médecin généraliste, ce n'est pas un médecin spécialiste. Et c'est la plateforme qu'on a conçue, en fait, on travaille avec des prestataires informatiques de proximité, de manière à ce qu'ils puissent utiliser cette plateforme pour leurs clients également. Et mon entreprise, bon, ça c'est un petit clin d'œil, mon entreprise est prête à faire face à la prochaine cyberattaque et peut supporter l'impact financier du prochain incident cyber. C'est pour ouvrir la voie avec la prise de parole de François. Bon, ça, je pense que là, je n'ai pas rencontré de dirigeants qui pouvaient me tenir ce genre de posture aujourd'hui, quand même, clairement. Parce que, voilà. Bon, c'est une super transition. Du coup, François, je vous laisse la main pour présenter effectivement la partie sinistre et un peu le fonctionnement du contrat cyber. Oui, un petit peu en guise de préambule, là, si je peux rebondir un petit peu sur ce que disait Régis, sur l'appréhension de ce sentiment de sécurité et ou d'insécurité. Il est vrai que les opérateurs économiques sont passés d'une posture un peu globale. On est très bien équipé, on est très bien organisé, et aujourd'hui, il nous arrivera rien. Et aujourd'hui, je pense que la maturité du marché a montré qu'on est toujours les hackers ont souvent un temps d'avance, et donc c'est cette problématique-là qui est importante. Deux, par rapport à la posture légale, notamment en France. Il est bien important de comprendre que ce n'est pas parce que vous avez un hébergeur, un prestataire de cloud ou un prestataire informatique que juridiquement, au sens de la loi CNIL ou de la RGPD, vous n'êtes plus responsable de traitement. Vous restez juridiquement responsable de traitement. Donc, s'il y a un problème sur les données, même si elles sont chez les tiers, c'est de votre responsabilité. Ceci étant dit, on a regroupé ici 3 exemples de sinistres qui sont arrivés un petit peu avant le Covid. Je dirais que la crise du Covid a accéléré cette tendance de sinistres en France. Il y a quelques années, on n'avait pas d'exemple de sinistres PME cyber en France. Aujourd'hui, on en a. Là, on en a regroupé 3 qui sont des exemples anonymes, bien évidemment, mais qui sont des sinistres réels dont on a eu à traiter. Et donc, on a pu mettre des chiffres dessus. Premier exemple, assez simple, une PME industrielle, 80 salariés, travaille des métaux dans l'est de la France. C'est des gens qui travaillent avec des systèmes en production, un petit peu des vieux systèmes là, sous Windows 7, etc. Un petit peu d'admin, d'IT, je dirais, classique. Ils ont été ciblés sans doute par un robot automatique qui a scanné les zones exposées sur Internet, les ports ouverts, etc. de l'entreprise. Et il y a un malware qui a été introduit dans l'entreprise de manière assez automatique et aléatoire. Mais bon, petit à petit, le malware a participé au blocage du système et on a eu un arrêt de 3 jours de la production et des capacités de l'entreprise à communiquer en termes de mail, en termes de facturation, y compris en termes en partie de téléphone, tout ce qui était VoIP de l'entreprise. Vous avez ici les coûts. Alors, il y a pas mal de choses là-dedans. Il y a, je dirais, du forensique qui est l'expertise post-mortem, j'ai envie de dire. Donc, c'est les gens qui vont s'intéresser au modus operandi de l'incident, qui vont décrypter ce qui s'est passé. Il y a aussi la partie suppression, nettoyage, en fait, et la restauration des données, qui est dans cet exemple-là assez importante, et l'ensemble de la restauration. Un peu de chômage technique, des heures sup. Bon, on arrive à une somme de 150 000 euros de trésorerie pour un risque avec un malware qui est complètement automatisé, qui arrive sans doute via un mail. On n'a même pas réussi à exactement trouver comment il a été introduit dans le système. Ça, c'est un petit peu le premier exemple pour vous donner une première idée. Deuxième exemple, on a une PME de service aux entreprises
c'est des gens qui font du conseil, alors un peu au sens large, management, qui font aussi un peu de pub, de marketing. C'est des gens qui font du recrutement aussi, spécialisés dans les secteurs sur lesquels ils travaillent. 35 collaborateurs, ils sont assez mobiles, ils bougent beaucoup, pas mal de télétravail. Encore une fois, c'était avant le Covid, donc c'était une boîte qui était déjà organisée comme ça. Assez classiquement, et ça, c'est des choses qu'on a vues de manière exponentielle durant le Covid, les accès distants, donc les accès qu'on appelle VPN. Donc, sans doute, quelque part, il y a eu, comme expliquait Régis tout à l'heure, un spear phishing, donc avec un vol de login et de mot de passe qui a permis à quelqu'un de s'introduire sur une session distante d'un salarié et d'entrer avec les droits d'accès, je dirais, classiques dans le système d'information de l'entreprise. Ce type de hacking est assez vicieux puisqu'il a fallu quelques mois pour s'apercevoir qu'il y avait des doubles sessions. Parce que si vous n'avez pas une surveillance importante de votre réseau, vous ne pouvez pas forcément voir ça si vous n'avez pas défini les bonnes règles, etc. Donc, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui va durer assez longtemps. L'impact, je dirais, le plus important, donc là aussi, vous verrez les chiffres, l'impact le plus important, il est sans doute sur la réputation de l'entreprise. Ils ont affaire à des données qui sont assez sensibles, assez confidentielles. Ils peuvent s'intéresser à du conseil en management avant des rachats d'entreprise ou avec des recrutements qui sont un peu sensibles. Leur réputation, sur ce coup-là, a été mis en péril quelque part du fait de ce sinistre-là. Dernier exemple, c'est un petit site de e-commerce. C'est des vêtements pour enfants, 32 salariés, des jeunes parisiens qui travaillent sur une niche un petit peu de vêtements pour enfants. À peu près 1000 transactions par jour se retrouvent avec leur site web complètement indisponible, plus accessible, extrêmement lent. Vous savez, c'est quand on est sur une page web et que le chargement ne se fait pas du tout. On a ici la protection du site web qui se fait par ce qu'on appelle une attaque en déni de service. Donc, ce type d'attaque, c'est en fait une attaque automatisée qui multiplie au million et aussi en termes de volume de bande passante des requêtes sur un site web. Par exemple, normalement, sur un site web de cette taille-là, vous avez à peu près une cinquantaine de transactions, j'ai envie de dire secondes. Et ben, ce matin-là, sur le site, il y avait la machine derrière qui poussait 2 millions de transactions secondes. Donc, le site web s'arrête et on n'est plus capable de faire opérer les systèmes d'information. Devant cette situation, l'entreprise a réagi un petit peu comme ils ont pu. Souvent, les attaques, ce qu'on appelle en déni de service, vous entendez parler dans le jargon, on dit en DDoS, ces attaques-là servent aussi souvent aux hackers à faire sonner les éléments de sécurité et à voir où il y a des trous. Donc, cette attaque-là en déni de service aura été doublée aussi par une attaque un petit peu plus dure et une intrusion dans le système d'information. Ce qui a fait que on a eu des choses assez compliquées à remettre en place avec de la perte de chiffre d'affaires par jour qui est assez importante, qui est de l'ordre de 35 000 € par jour. Et on va avoir, je crois, c'est à peu près 7-8 jours d'arrêt d'activité complètement. Sur un site relativement petit, 35 personnes, c'est pareil, une sortie de trésor de cet ordre-là est extrêmement importante. Voilà pour les 3 exemples de sinistres dont je voulais vous parler, qui sont proches des entreprises, je dirais, assez classiques en France aujourd'hui, PME, et qui se retrouvent, on le voit maintenant de plus en plus. Je pense que la période effectivement du Covid a apporté son lot de ransomware dont parlait Régis tout à l'heure, de différentes attaques. Faut savoir qu'entre le mois de novembre 2020 et février 2021, un hôpital en France par jour s'est retrouvé quasiment immobilisé par des attaques ransomware en France. On en a un petit peu parlé à un moment donné, mais on n'a pas donné les chiffres sur toute la période, mais on parle de 4 mois entiers d'attaques qui sont extrêmement importantes sur ce segment. Voilà, donc face à ça, je pense que Régis l'a présenté, des outils de risk management pour les accessibles aujourd'hui aux PME, c'est possible. Il y a des solutions en France, il y a des solutions européennes, notamment dans le cadre du RGPD. C'est important de le savoir.
ces protections et ces éléments, ces outils de risk management, ils sont complétés par une protection financière. Il y a une protection technique et puis il y a une protection financière. Donc, face à ces éléments-là ou à ces incidents-là, les contrats de cyber assurance, pour vraiment résumer assez rapidement de quoi il s'agit, vous avez la partie gestion de l'incident lui-même. Régis le disait tout à l'heure, votre prestataire IT, il est très compétent sur l'architecture du réseau, installer vos machines, faire le suivi des softwares, etc. Par contre, quelque chose de spécifique qui concerne le cyber security ou l'IT security, c'est une affaire d'experts et de spécialistes. Et ça, c'est des gens qui sont assez peu disponibles. Ça doit être notamment dans le cadre d'attaques qui seraient un petit peu massives. Il faut avoir anticipé ça et avoir quelque part pris son ticket sur un service d'action rapide en cas d'incident. Donc ça, c'est ce qu'on propose avec la prise en charge des frais d'expertise informatique, ce qu'on appelle les forensiques. Vous avez aussi là-dedans les frais de notification, notamment à la CNIL, les frais de communication, il y a de la gestion des médias, il y a du conseil d'avocats spécialisé, ça dépend un petit peu de ce qui se passe. Peut-être que des données personnelles ou des données de santé de vos clients ont été et ou de vos salariés ont été affectées par ça. Donc, vous avez certaines obligations au niveau de la CNIL. Tout ça, ça passe notamment par des avocats spécialisés pour que tout se passe bien. Donc, ça aussi, on donne accès à ce type de réseau au titre des garanties d'assurance. Ensuite, 2 volets très simples. Les dommages que vous subissez en tant qu'entreprise. En gros, vos pertes d'exploitation et tous les frais qui sont liés à la gestion de la perte de chiffre d'affaires et la perte d'activité. Et puis, la partie dont on parle beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est lié à l'extorsion et la tentative d'extorsion, parce que les deux sont assurés, ainsi que les frais de communication. Alors, j'en reparlerai peut-être un petit peu, je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose parce que c'est une question qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui est liée au ransomware et donc au paiement des rançons. À ce jour, les assureurs en France, d'une manière générale, remboursent aux assurés les rançons qu'ils auraient été amenés à payer à des hackers dans ce type de ransomware. Aujourd'hui, en France, c'est légal, ce n'est pas interdit, et donc c'est assurable. Est-ce que ce sera le cas dans le passé? Je ne sais pas, il y a pas mal de discussions qui sont en cours. Deuxième volet important, tout ce qui est dommages causés aux tiers. En étant vous connecté, relié avec des clients, des fournisseurs et ou d'autres tiers, un phénomène de malveillance informatique qui vous toucherait pour avoir des conséquences sur des tiers. Donc, c'est la partie responsabilité civile des contrats cyber que vous trouvez ici dans cette dernière partie, qui est essentiellement liée à la confidentialité des données et des différents mises en cause que vous pourriez avoir du fait d'un breach, d'une intrusion de vos systèmes informatiques. Voilà, résumé un petit peu les garanties que le marché peut proposer. Je fais un tout petit point sur les ransomware aujourd'hui aux États-Unis. Nous, ce qu'on voit, c'est très simple. Les ransomware en 2020, ils ont augmenté de 40% aux États-Unis en 2020. Et en 2021, pour l'instant, ils ont augmenté de 27% par rapport à 2020. On a une accélération toujours importante de ces sinistres-là. Les coûts pour l'économie américaine sont importants. Les coûts pour le marché de l'assurance aussi sont importants. Il est toujours compliqué pour un assureur de gérer tout d'un coup une masse importante de sinistres de façon très rapprochée. Mais c'est pourtant ce qui se passe avec le ransomware aux États-Unis. En 2020, vous voyez qu'à peu près 2400 institutions, soit liées au gouvernement ou entités publiques aux États-Unis, tout ce qui est le système de santé, les écoles, 2400 en 2020 ont été affectés durement par des ransomware. Vous avez un petit peu des coûts au-dessus, avec des coûts moyens de paiement de rançon et l'ensemble des coûts que ça représente par victime notamment, et les éléments en termes de durée d'attaque que vous avez ici. Vous avez entendu peut-être parler de villes entières, un petit peu ce qu'on a vu en France, il y en a eu depuis en France aussi, des services de la ville qui ont été paralysés pendant quelques jours, quelques semaines, etc. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est en train d'émerger rapidement, avec aussi l'émergence de services de SaaS, de hacking, donc de hacking as a service, qui est en plein boom dans différents pays du monde.
où les hackers offrent des services assez peu chers de hacking de qui vous voulez, quand vous voulez, le pays, un secteur, etc. Voilà un petit peu l'état des lieux. Je pense qu'on a respecté le temps pour la présentation. Oui, merci. Je pense maintenant qu'on peut passer aux questions. Ouais. Ouais, on va juste répondre à quelques questions. Eric, je te laisse reprendre la main sur les… Bien sûr, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, super. Très bien, super. Alors, oui, j'ai une question notamment pour Régis. Aujourd'hui, comment Ozone est capable d'intervenir pour une PME ETI? C'est très très simple. Aujourd'hui, on expose en ligne sur notre site web un service qui s'appelle Cyber Diagnostic. En fait, on fait un diagnostic en 12 questions très très précises, mais aussi très simplement rédigées pour, on va dire, un non-savant de l'IT ou de la sécurité informatique. Et on réalise des tests de sécurité technique automatisés, non intrusifs, sur le domaine Internet de l'entreprise. Et à partir de là, on propose des recommandations. Voilà, donc là, on a voulu, c'est une innovation, puisqu'on fait un diagnostic. On ne parle pas d'audit et de tests de sécurité qui sont des prestations de services pour nous, qui sont absolument inutiles pour une PME ETI qui n'a pas un référentiel de sécurité. Donc, le cyberdiagnostic, c'est très bien pour vous éclairer sur votre situation, votre niveau de maturité cyber. Inutile, encore une fois, de passer sur des prestations qui sont longues et coûteuses et qui ne seront pas adaptées en termes de restitution à ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui en tant que dirigeant pour une PME ETI, c'est déjà la fondation de sécurité qui répond aux recommandations qui étaient formulées tout à l'heure dans les slides. Et tout de suite, pas dans 10 mois, tout de suite. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais… Si, tout à fait, merci beaucoup. J'ai une question qui concerne un peu ma partie en tant que chargé de clientèle internationale. C'est mais ce serait plus pour François, est-ce que vous pouvez intervenir dans les filiales étrangères d'une PME, notamment si les serveurs sont à l'étranger, par exemple? Oui, alors l'assurance cyber a ceci de pratique qui aujourd'hui, on n'a pas de fonctionnement qui serait régulé, qui nous oblige à faire des polices locales un petit peu compliquées, etc. Donc, les filiales étrangères, elles sont assurées dans le contrat depuis la maison mère en France. Que les serveurs ils soient là, qu'ils soient dans une filiale ou d'ailleurs qu'ils soient chez un prestataire tiers, par exemple. Donc là, il n'y a pas de limitation en particulier. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est que ces questions-là, notamment, viennent d'entreprises qui ont notamment des filiales dans les pays dits à risque cyber ou qui sont plus exposés, comme les États-Unis. Aux États-Unis, on est aussi présent là-bas de manière très importante. Et en fait, on se sert aussi de nos experts locaux. À titre d'exemple, on travaille avec Mandiant ou FireEye, qui sont deux gros prestataires de forensique américains, pour intervenir directement dans les entreprises et ou les filiales à l'étranger. Donc, la réponse est oui, absolument. Très bien. Je vous remercie. Et enfin, bon, on a pas mal de questions, mais je pense que celle-ci, elle est pertinente. J'ai des questions sur votre deuxième exemple avec la boîte de conseil. Il y avait une histoire de perte d'image, notamment des gens qui se demandent si normalement ça ne peut pas s'assurer. Alors, c'est compliqué parce que si je vous demande de mettre un chiffre sur votre image, vous allez avoir du mal à me le donner. Donc, on est dans une situation un petit peu compliquée. Je crois que la réponse là, elle est plutôt comment on organise la réponse à un incident. Il y a quelques années, il y avait eu des sinistres importants et il y avait un petit peu un phénomène de déni des entreprises qui non, nous c'est pas possible, on n'a pas eu de problème, machin. La suite de ça a été que les conséquences ont été très importantes. Pour les plus âgés d'entre nous, si vous vous rappelez le premier sinistre industriel de l'ère du cyber qui était le Sony, au début, Sony était victime. Mais au bout de quelques semaines, Sony est devenu le tyran et les clients Sony, la victime de Sony. Donc, c'est ce retournement-là qu'on veut éviter. C'est que le traitement qu'on fait de la gestion de la crise pour nos assurés ne permet pas que la réputation de l'assuré soit mise en jeu. On a une réponse professionnelle avec un service, avec de la réponse à incident, on va prévenir les clients, on va prévenir les fournisseurs, on va mettre en place les contre-mesures, on va faire le nettoyage au niveau des données, etc., etc. Donc, on fait
le maximum dans la crise et on a mis en place tous les outils indispensables pour gérer la crise. Et c'est ça qui va faire en sorte que la réputation de l'entreprise est moins impactée qu'une espèce de posture qui dit non, mais nous, c'est pas nous, on n'est pas au courant, comme on l'a vu dans le passé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention. On reviendra de toute façon plus précisément pour certaines questions. Donc voilà, je pense qu'on a terminé. Je ne sais pas si vous avez des points à rajouter. Je voulais juste rajouter par rapport à ce que disait François, c'est que c'est pour Ozone forcément. Nous ne sommes pas une société philanthrope. On protège les process en fait, de l'entreprise, quelle que soit la localisation géographique de la ressource. Soit la localisation géographique du serveur de mail, du site web, du serveur et des PC. Okay. Pas de dépendance avec la localisation géographique. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Bon, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.